Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de l'édition féminine de Paris-Roubaix, l'édition 2025. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé avec le résumé du jour. Et puis on parlera des concurrentes au top et des bonnets d'âne du jour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Allez, on commence tout de suite avec Paris-Roubaix 2025. Paris-Roubaix, nous qui s'étendait sur 148 km. On va revenir toujours sur cette phrase classique de ma part. C'est vrai qu'un monument qui fait 150 bornes, c'est pas un monument. Alors chez les filles, techniquement, c'est pas un monument Paris-Roubaix. Mais ça fait quand même un peu mal aux fesses d'avoir ce genre de distance pour des courses importantes. Alors la première année, c'était encore pire, c'était 125 km. Donc certains diront qu'on a quand même gagné 25 km au final, mais toujours pas de trou d'Arenberg. Voilà, il manque ce qui fait la difficulté quand même de Roubaix, c'est ces 55 km de pavé. Et ça, chez les filles, on pourrait les mettre, les 55 km de pavé. Je suis désolé, on pourrait faire une course de 200 bornes, il faudrait juste demander une dérogation à l'UCI, et je pense que ASO pourrait l'obtenir facilement, donc c'est juste un manque d'envie de la part des organisateurs. Le résumé de la journée, eh bien, ça commence avec une chute, quasiment dès le départ, un petit peu comme sur le Tour des Flandres, où c'était tombé très vite, mais là, pas de souci, toutes les concurrentes ont réussi à repartir. La bonne échappée du jour, elle partira à 117 km de l'arrivée, avec Orella Nerlo, qu'on avait vu du côté du Het Nieuwsblad, qui a fini deuxième, et puis Quinty Tone, également, la Jayco Alula, cette échappée qui va prendre entre 2 minutes 30, 2 minutes 50 au maximum d'avance à 81 km de l'arrivée au moment où le direct démarre. Il y a 2 minutes 45. Florte Mackay va crever. Également Guazzini à 79 km de l'arrivée. Encore Troyen plutôt, qui crève également, la Phoenix Alpecin, la Phoenix de Koenig plutôt, qu'on ne verra pas aujourd'hui. À 70 km de l'arrivée, l'écart est de 1 minute 25. On aura ensuite la chute de Kate Ferguson, et puis on aura le peloton à 44 secondes à 62 km de l'arrivée. À ce moment-là, Charlotte Kohl est lâchée. Ça va être le mauvais moment pour l'équipe DSM. L'équipe pique-nique même désormais, parce que Charlotte Kohl est lâchée. Et puis on aura la chute de Pfeiffer Gargi, qui sera reléguée dans un deuxième groupe. Ellen Van Dijk, elle, va s'échapper et va revenir sur le groupe de tête, les deux filles de tête. Elle lâchera les deux filles de tête au même moment. Amber Crack est lâché du côté de la FDJ Suez. Et puis à 58 km de l'arrivée, vous avez la chute assez violente d'Alison Awan, la concurrente de Saint-Michel Préférence Aubert 93, et d'une concurrente de la Volker Wessel. On a la première, on a encore quelques chutes. Lucinda Brandt est obligée de changer de vélo. On a Sarah Roy qui tombe. Et puis à 54 km de l'arrivée, eh bien c'est Lily Williams qui tombe. Et au même moment, accélération de Kopecky avec Lorena Vibes, donc à Canfin en Pével, à Mons en Pével, dans le secteur, donc le fameux secteur 5 étoiles et 50 bornes de l'arrivée, le premier secteur 5 étoiles pour les filles. Eh bien Kopecky accélère de nouveau. Et nous avons donc un groupe qui se forme avec Kopecky, Vibes, avec Marianne Vos qui est en très grande condition, et Ellen Van Dijk qui était à l'avant. Chloé Daigert va revenir avec Jelena Eric du côté de la Movistar. On aura également Alison Jackson et Romy
Casper. À ce moment-là, Pauline Ferrand-Prévot est dans un deuxième groupe. Pourquoi? Car à l'entrée du secteur de Canfin en Pével, eh bien, elle est tombée avec certaines de ses équipières. À 38 km de l'arrivée, nous avons une nouvelle attaque de Kopecky qui n'arrive pas à faire la différence. Et la seule mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a Lorena Vibes qui est lâchée dans ce petit groupe de 7-8 concurrentes. Et Pauline Ferrand-Prévot qui va revenir sur ce groupe numéro 1 à 36 km de l'arrivée. Nous avons ensuite l'attaque de Emma Norsgaard qui va s'isoler à l'avant de la course, qui va prendre 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 35 secondes, jusqu'à l'attaque à 19 km de l'arrivée dans le secteur avant le carrefour de l'Arbre de Pauline Ferrand-Prévot, qui va réussir à s'isoler assez vite, et à 17 km de l'arrivée, eh bien, elle revient à 40, elle revient sur Emma Norsgaard. À 17 km de l'arrivée, elle s'échappe même par rapport à Emma Norsgaard, qui ne peut rien faire, parce que Pauline Ferrand-Prévot, c'était pas à 19 km de l'arrivée qu'elle avait attaqué, c'était à 25. La première attaque était à 25 quand elle s'est isolée, puis à 19 km de l'arrivée, elle revient sur Norsgaard et elle lâche Norsgaard, et enfin dans le carrefour de l'Arbre, elle a 45 secondes d'avance sur le peloton, et elle ne peut rien il ne peut rien lui arriver, surtout que l'écart va augmenter à la minute, puis 1 minute 10. À 7 km 7, Norsgaard va être reprise par le groupe Lotte Kopecky. Au même moment, Pfeiffer Gorgi chute une nouvelle fois. Il y aura quelques attaques dans le final du côté de la EF, notamment, mais rien ne pourra, personne ne pourra rattraper Pauline Ferrand-Prévot, qui s'impose aujourd'hui. Première victoire d'une Française sur Paris-Roubaix, et puis première victoire depuis 1997, et oui, depuis Frédéric Guédon sur Paris-Roubaix pour la France. Ça faisait quand même un petit peu un bail. Alors ça continuera peut-être du côté des garçons, parce que je suis pas sûr qu'un garçon s'impose demain du côté de Paris-Roubaix, mais bon, voilà, première victoire du côté des filles. Et puis du côté de Pauline Ferrand-Prévot, le palmarès de la Française commence à s'agrandir énormément. Il lui manque qu'un grand tour aujourd'hui du côté de Pauline Ferrand-Prévot, parce que titre de championne du monde elle a, titre de championne olympique elle a, du côté du VTT il lui manque voilà, que ce titre, que ces victoires sur le Tour de France, et pourquoi pas également sur le Tour d'Italie. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureuses au top, Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot qui rejoint dans le palmarès, quand on regarde en plus ce palmarès féminin, c'est quand même du lourd, hein. Avec notamment Elisabeth Deignan, même presque la seule surprise ça a été Alison Jackson, mais t'as du Lotte Kopecky, t'as du Elisabeth Deignan, donc des filles qui ont eu quand même des gros palmarès. Et du côté de Pauline Ferrand-Prévot, réussir à gagner dès sa première année de son retour, c'est quand même fort. C'est quand même fort parce que, bon, on l'avait vu au Stradé, elle avait été performante, mais elle a réussi à revenir tout de suite dans le top niveau. C'est-à-dire qu'elle n'a pas trop perdu ses automatismes. Il y a juste qu'elle utilise maintenant vachement les cocottes. Même quand elle roule, elle a toujours une position très VTT au final, Pauline Ferrand-Prévot, parce qu'elle est très droite comme ça avec son vélo, et je pense que ça c'est les restes du VTT. Mais du côté de Pauline, en fait on dirait que c'est comme si elle était pas partie, quoi. C'est-à-dire la Pauline que l'on voit là, on a l'impression que c'est la Pauline de 2014-2015. La Pauline qui n'a pas quitté le monde du cyclisme professionnel, sauf qu'il y a eu un hiatus quand même entre 2017 et 2024, où elle n'a pas foutu son cul sur un vélo de route en compétition. Et ça, c'est quand même extraordinaire de réussir à être à ce niveau-là tout de suite. C'est vrai que moi, lors des Stradé, elle m'avait impressionné ce coup-là.
elle m'avait impressionné parce que je m'étais dit, cette année 2025, ça va être une année pour se remettre dans le rythme. Et il ne faudra pas s'attendre à grand chose en 2025. Moi, c'était à quoi je m'attendais en début de saison. Alors, je me disais, Pauline Ferrand-Prévot, il va falloir se remettre en route. Alors peut-être qu'en fin de saison, en deuxième partie de saison, voilà, à partir de juillet, août, ça ira mieux. Mais je me dis, pendant 3-4 mois, il va falloir reprendre les automatismes. Ça va pas être si évident que ça. Et puis tu t'aperçois qu'il lui a fallu absolument rien du tout pour reprendre ces automatismes. Et que elle a même progressé sur les terrains difficiles. C'était pas une fille qui était faite pour les Flandriennes. En gros, Pauline, parce que c'est pas un grand gabarit. Pauline Ferrand-Prévot, ça va même donner des idées à Pogačar, mais on verra qu'il y a un petit détail sur le vélo de Pauline qui a permis peut-être cette victoire. Mais si vous regardez Lorena Wiebes et si vous regardez Lotte Kopecky, Pauline c'est 1,65, 53 kg. Elle rend 13 kg à Lotte Kopecky. À Lorena Wiebes, elle rend 7 kg. Voilà. Et surtout, elle est plus petite que ces filles-là. Elle fait 1m65, elle ne fait pas 1m70, comme Kopecky, comme Lorena Wiebes. Et on le voit sur le Tour des Flandres, ça s'était vu, où elle se met en danseuse. Normalement, on se met pas en danseuse sur les pavés, mais parce qu'elle a moins de puissance que ces filles-là. Elle est plus petite également qu'une Marianne Vos. Si vous regardez Vos et Borghesi, Vos, elle fait 1m68. 58 kg et Borghesi on n'a pas sa taille et son gabarit, mais elle est plus petite que ces filles là. Réussir à être performante dans il n'y a que Elise Chabet, on va dire, qu'elle est sur le même gabarit. Elle colle une minute à Elise Chabet, et c'était déjà le cas il y a une semaine sur le Tour des Flandres. Et là les pavés de Roubaix ça tape, on voit que c'est dur, c'est violent, surtout que là ils étaient secs, ils étaient très secs les pavés de Roubaix. Donc c'est-à-dire que c'est violent, ça roule vite. On est quand même à 40 à l'heure du côté des filles, ça a pas traîné. Et elle ne faiblit pas dans la dernière heure de course, c'est même là où elle était la plus forte. Et vraiment, elle a très bien joué aussi, parce qu'on voit qu'elle prend beaucoup les bas-côtés. Elle a très peu utilisé le haut du pavé. Elle prend les bas-côtés, parce que c'est vrai que vu son gabarit, c'est là où elle va être le plus efficace. Et même la technique que devra utiliser Pogačar. Et puis on va parler un petit peu technique. Elle avait le dégonflage, gonflage des pneus. Et c'est la première concurrente, que ça soit chez les hommes ou chez les filles, à gagner un Paris-Roubaix avec ce système-là. Déjà, l'employer en course et à gagner Paris-Roubaix avec ce système-là. Elle a le gonflage, dégonflage. Ce que vous le voyez, ça fait une sorte de rayon qui est tout noir. Donc en fait, le système, c'est très simple. Vous pouvez enlever ou remettre de la pression. Donc enlever avant les secteurs pavés, remettre de la pression sur le goudron, vous économisez énormément d'énergie. Jusqu'à maintenant, ça fait depuis 2-3 ans vraiment que Visma travaille sur ce système, mais jusqu'à maintenant, le problème, c'est que c'était lourd et que c'était pas forcément ultra efficace. Ça veut dire que ça avait tendance à se débrancher, à pas réussir à tenir dans le temps et dans la durée. Là, le test a été fait. Alors certes, il n'y a pas 55 km de pavé encore une fois, mais Pauline Ferrand-Prévot a montré que le test a fonctionné. Et forcément, elle a pu mettre des pressions plus basses, parce qu'elle savait que sur le goudron, elle pourrait remettre de la pression. Et forcément, ça l'a aidé sur les portions de goudron sur la fin, où Kopecky, elle reprend rien sur elle. Oui, mais Kopecky, elle n'avait pas ce système-là. Et là, on voit toujours, comme je disais, les innovations techniques. Souvent, Paris-Roubaix, on a des innovations techniques. Pour moi, Pauline Ferrand-Prévot, aujourd'hui, elle gagne à la Stuart O'Grady. Elle gagne à la Stuart O'Grady parce que, déjà, elle nous avait dit en début de semaine, c'est vrai qu'elle avait dit à plusieurs reprises, moi, j'y croyais moyennos qu'elle serait pas en forme. Elle avait dit, je suis un petit peu malade, voilà, j'ai été enrhumé, je savais pas si j'allais participer à Roubaix. Alors, faut se méfier toujours, parce que des fois, il y a un petit peu de com', quand même, du côté de la Visma Lease a Bike, on aime bien créer des histoires, construire des histoires, mais bon, elle se mettait plutôt dans la position d'outsider. Et puis, de toute manière, elle avait Marianne Vos, et au départ de cette campagne des classiques, c'était Marianne Vos la leader, sauf que elle avait repris un petit peu tard, elle était malade, un petit peu Marianne Vos, sur les premières classiques, donc elle n'avait pas réussi à être très performante, mais on savait qu'elle allait monter en puissance, un petit peu comme un Wout van Aert, et que moi je me disais, ça allait être la leader. C'était la leader aujourd'hui, elle était très forte, Marianne Vos. On le voit, Kopecky n'a jamais réussi à la lâcher. Pourtant, elle a essayé, Kopecky, mais elle n'a jamais réussi à la lâcher. Sauf que comme Stuart O'Grady en 2006, ou quand Chelara était le plus fort,
Eh bien, Pauline Ferrand-Prévot l'a attaqué dans une phase de transition. Je disais, il y a des phases comme ça de pause. Et c'est le cas sur Roubaix. Après Mont-Saint-Pével, il y a une petite zone comme ça d'une quinzaine de kilomètres où vous avez Templeuve. Vous avez des secteurs avant le carrefour de l'Arve qui ne sont pas extrêmement difficiles. Et il y a le secteur du carrefour de l'Arve et le secteur juste avant le carrefour de l'Arve. C'est là où elle décide de partir sur le goudron. Elle part. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on lui laisse du temps. Parce que Stuart O'Grady, en 2006, quand il attaque, déjà il est plus proche de la fin de carrière que du début. Stuart O'Grady, c'est devenu un équipier. C'est plus un leader et il n'a pas fait de résultat avant, Stuart O'Grady. Sauf que là, Pauline Ferrand-Prévot, quand tu as fait 3e du Tour des Flandres, on te suit. Ce qui est incroyable du côté de la SD Works, c'est qu'il y a eu une erreur de marquage, comme on dirait au football. On ne peut pas lui laisser 20 secondes, 30 secondes, 25 secondes, 45 secondes d'avance à cette fille-là. C'est comme laisser tranquillement une minute à Benelli. Tu sais qu'il ne faut pas laisser une minute d'avance à Benelli. C'est pareil à Pauline Ferrand-Prévot. Il y a eu une erreur de marquage là du côté de la SD Works. Et elle a gagné à la Stuart O'Grady parce que Stuart O'Grady il avait attaqué. Alors je crois que lui c'était à une trentaine de kilomètres de l'arrivée qu'il était parti un peu en facteur et personne n'avait suivi Stuart O'Grady parce que tout le monde se concentrait complètement sur Cancellara. Et là ça a été un petit parce que je crois que c'était une année où en plus Boonen n'était pas là. Et là ça a été pareil avec Pauline Ferrand-Prévot, c'est-à-dire que tout le monde était concentré sur Kopecky, je pense même plus que Marianne Vos, et en gros elle est partie et c'est là où on voit aussi l'avantage du surnombre, j'en parlais lors de la présentation, mais là vous avez deux filles d'un très bon niveau ensemble. Le surnombre, c'est peut-être ce qu'on aura demain avec Philipsen qui arrivera à sortir de la même manière, et Van Der Poel qui fera le chemin de garde derrière Pogacar. C'est peut-être ce qu'on aura demain. Ou avec d'autres coureurs. C'est vrai qu'on pourrait avoir ça du côté de la Lidl Trek, du côté de d'autres formations. Et là, Pauline Ferrand-Prévot, elle a gagné à la Stuart O'Grady. Pour moi, elle a gagné à la Stuart O'Grady. Regardez comment on avait gagné Stuart O'Grady et la manière dont ça s'était passé. Et vous retrouvez la manière de gagner de Pauline. Et puis oui, un très beau palmarès pour Pauline Ferrand-Prévot. Oui, c'est fantastique. Moi, j'avais connu des podiums de Roubaix chez les Français, mais je n'avais jamais connu de victoire. Voilà. Donc en plus, je suis content. J'ai enfin connu ma première victoire à Roubaix parce que moi, j'avais rattrapé la course de Fred Guédon, mais je ne l'avais pas vu du tout en direct en 97. Donc là, voilà, je suis content. J'ai enfin vu une victoire de Pauline Ferrand-Prévot et d'un Français ou d'une Française à Roubaix. Donc je suis content avec une ambiance incroyable du côté du vélodrome. On voyait un vélodrome qui s'enflammait. On serait cru à un match de l'OM en Coupe d'Europe, dis donc. Deuxième top, les EF Education Otley. Très belle course, je trouve, des EF. Que ça soit Alison Jackson, que ça soit Borghesi, elles ont vraiment très très bien joué. Rien qu'à 80 bornes de l'arrivée, les premières images qu'on voit du peloton, vous avez d'un côté Uno X, de l'autre côté la EF, à l'avant. Et là je me dis, la EF a un beau collectif. Et avant le secteur de 3 km, 700, le premier secteur qui ouvre la course, le secteur 17, eh bien c'est EF qui emmène le peloton. C'est pas la SD Works, c'est pas la Canyon SRAM, c'est pas la FDJ Suez. Non, c'est la EF. Donc tu sens déjà, on est en forme, on a des ambitions. Ensuite, c'est une course, forcément ils ont un attachement particulier avec cette épreuve parce qu'Alison Jackson, c'était la première grosse victoire. Avant même Faulkner, c'était la première grosse victoire de cette formation sur cette course. Et c'est vrai que du côté de la EF, ça avait changé un peu la donne du côté de cette formation et surtout du côté du sponsor parce qu'à l'époque, la structure était, il y avait une structure féminine et une structure masculine. Et en gros, quand la structure féminine a été en difficulté, on a réuni les deux structures sous le même... le sponsor a réuni les deux équipes sous la même structure. Je suis pas sûr que s'il n'y avait pas eu cette victoire-là à Roubaix, on l'aurait fait. Mais je trouve qu'elles ont très très bien couru aussi à deux. Elles se sont retrouvées distancées dans le groupe Pauline Ferrand-Prévot. Elles sont revenues ensuite dans le groupe Kopecky par l'arrière. Et ensuite du côté de l'AEF, on est resté en embuscade. C'est-à-dire qu'on a dit, en gros, on va pas rouler, on n'est pas l'équipe favorite aujourd'hui, on n'a pas forcément les meilleures armes pour s'imposer, même si Borghesi, elle faisait partie de mes favorites. Je l'avais cité parce que j'avais trouvé ses dernières sorties à vélo très, très intéressantes, ses dernières sorties en course.
Mais on n'avait pas la carte suprême. Et donc on n'a pas roulé, on n'a pas aidé la SD Works, on n'a pas aidé les autres équipes, on a laissé faire, ce qui a permis de conserver de l'énergie. Et ensuite, quand Alison Jackson, elle fait déjà une première accélération dans le secteur de Wilhelmshaven, et puis ensuite Borghesi, bon, qui est sorti dans les 2 derniers kilomètres, un peu à la d'autres coureurs qui ont déjà fait ça, hein, de sortir dans les 2 derniers kilomètres. Et Borghesi, c'est un beau résultat parce qu'à 26 ans, c'est une fille qui est sur le circuit depuis quelques années et qui commence à montrer de très bonnes choses. Donc elle peut être très satisfaite de sa course. Elle est chez EF depuis 2022, donc ça fait déjà depuis quelques temps qu'elle est dans la structure américaine. Et là, c'est vrai que le Tour des Flandres, elle avait fini 6. Moi, je l'avais vu, c'était Classica d'Almeria Nord, mais je l'ai vu sur une autre course en début de... c'était peut-être l'Estradé. Je sais plus, où je l'avais trouvée intéressante sur une course avant même le Tour des Flandres, et je m'étais dit, ça fait quelques courses qu'elle est pas mal, Borghesi, je vais quand même la mettre parmi mes favorites, on ne sait jamais, je tente un coup, et ça a fonctionné. Alors, peut-être que ça marchera pour les garçons demain avec Lucas Kubis, pourquoi pas, du côté de la Unibet. Et puis Alison Jackson, elle adore cette course. Enfin, c'est vraiment sa course de cœur, un peu comme Magnus Bachstedt qui adorait Paris-Roubaix. C'était presque la seule fois de l'année qu'on le voyait, Magnus Bachstedt en tant que leader dans les années 2000, c'était sur Roubaix. Et Borghesi, pareil. Et Alison Jackson, pareil, c'est vraiment une course qu'elle affectionne et elle a essayé à plusieurs reprises, elle n'a pas réussi à faire la différence, mais Borghesi, elle a fait la différence. Et bravo du côté de l'AEF, qui fait un nouveau podium sur cette course et là aussi qui a montré de très très bonnes choses. Et puis Jelena Erich, là aussi j'ai bien aimé la course de Jelena Erich, même si elle ne fait que 11e. Je trouve que du côté de la Movistar, vous savez que je suis assez... souvent critique avec la Movistar, mais je trouve que là ça fait depuis quelques semaines que ça va un peu mieux. Je trouve qu'ils ont du mal depuis le départ de Van Vleuten. Bon, on a vu Liane Lippert qui a fait des bonnes choses. Là on voit Jelena Erich, il n'y avait pas forcément de leader dans cette équipe Movistar. Elle s'écroule un peu sur la fin, Jelena Erich, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit à ce niveau-là, à ce qu'elle arrive à jouer avec les Chloé Daigert, les Confalonieri et autres qu'on avait vu performantes sur d'autres courses. Donc moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu du côté de Jelena Erich, et j'ai trouvé qu'elle a fait vraiment une très très belle course du côté de la Serbe. Et puis ça va peut-être donner également des envies dans les années à venir. On a eu Radjovic du côté des Serbes, et d'avoir des coureurs et des concurrents d'un niveau plus important du côté de la Serbie. Il n'y a pas que le tennis, voilà, du côté de la Serbie. J'ai entendu Novak Djokovic. Mais voilà, on va peut-être aussi s'intéresser un petit peu plus à Jelena Erich. Et aujourd'hui, elle a fait une belle course, j'ai bien aimé. Voilà, sa manière de courir, ça va peut-être lui donner de la confiance pour les semaines à venir. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne du jour, chez les filles, la SD Works. On est passé à côté. Alors oui, on sauve les meubles avec un podium avec Vibus, mais je pense qu'on peut pas être satisfait de la manière dont ça s'est déroulé, de la manière dont l'équipe a couru. Encore une fois, je le dis, à Mont-Saint-Pével, elles sont deux devant. Alors comment à 50 km de l'arrivée on peut être deux devant et ensuite avoir un énorme temps de retard comme ça? Encore une fois, je pense qu'il y a une erreur de marquage sur Pauline Ferrand-Prévôt. Tu peux pas laisser partir une fille de la Visma, de l'équipe de ton adversaire jusqu'à maintenant la plus féroce, à l'avant de la course. Aussi facilement. Il n'y a eu aucune réaction. C'est incroyable. Alors je sais bien que Kopecky avait pas l'air d'être au top, mais le problème déjà du côté de la SD Works, c'est ça, on ne peut pas laisser passer. C'est-à-dire laisser partir une Visma, c'est pas possible. C'est comme si demain... du côté de Pogacar, on laisse partir Philipsen, c'est juste pas possible. Voilà, si on fait ça, c'est qu'on a fait une erreur stratégique, une erreur de marquage. Si on est fort, bien entendu. Par du principe, si on est fort. Là, c'est ce qui s'est passé. C'est juste pas possible. On peut pas laisser partir une fille.
aussi facilement, en connaissant en plus le palmarès de Pauline Ferrand-Prévot, mais tu peux pas laisser la co-leader de l'équipe, de ton équipe adverse majeure, partir comme ça aussi facilement. Là, il y a une erreur de la part de l'équipe. De l'équipe, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible à ce niveau-là de compétition. Bon, ensuite, pour moi, elles n'étaient pas forcément au top et on n'a surtout pas réussi à déterminer qui était leader. Il faut attendre quand même, en gros, 10 km de l'arrivée, 11 km de l'arrivée pour Kopecky fasse vraiment le job pour Vibus. Sauf que 30 bornes avant, elle fait lâcher Vibus. Et je crois que le gros problème, c'est qu'on n'a jamais su si vraiment Kopecky était leader dans l'équipe ou si c'était Vibus. Je pense qu'on n'a pas réussi à déterminer une hiérarchie. Autant chez Visma, c'était Voss 1, Pauline Ferrand-Prévot 2. Autant là, j'ai l'impression qu'il y avait 1 et 1. Et c'est toujours bien d'avoir quand même une hiérarchie claire, de savoir qui est vraiment le leader numéro 1. Qui est le co-leader, mais qui est le leader numéro 1 entre les deux. Et là, je crois que ça a été le problème. Ensuite, Lotte Kopecky, il y a un moment, faut qu'elle... Enfin, tu vois, quand elles sont dans le groupe de 4, c'est incroyable qu'elles ne roulent pas plus fort. Encore une fois, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de confiance chez Kopecky. On en avait déjà parlé sur le Tour des Flandres, mais un manque de confiance qui, là, lui a coûté très cher. C'est-à-dire à avoir ce manque de confiance-là et à ne pas vouloir s'exposer et à ne pas vouloir tout mettre. Je pense à l'avant de la course, alors qu'à ce moment-là, il fallait mettre un coup d'accélérateur. Et en plus, je pense que Voss aurait participé à la poursuite au bout d'un moment. Du côté de Kopecky, je pense à 2. Là, elle ne fait pas le coup d'accélérateur Kopecky. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, parce que je ne suis pas sûr que Voss n'aurait pas lâché à un moment. Et puis, de toute manière, une Voss fatiguée, elle ne fait pas le même sprint que si elle est fraîche comme un gardon. Marianne Voss. Donc là, je pense que c'est une erreur. Mais oui, du côté de la SD Works, à 50 bornes de l'arrivée, il faut accélérer. Il faut accélérer et il ne faut pas attendre que ça revienne de l'arrière. Et là, je crois que ça a été une véritable erreur. Alors, est-ce qu'on n'a pas voulu tout mettre parce qu'on se dit, oui, on va être mal vu, on va dire qu'on a attaqué alors que les autres se trouvaient. J'ai pas l'impression que du côté de la SD Works, on en ait quelque chose à faire, on va dire, des spectateurs et de ce genre de considération-là. Je crois que tout simplement, on a mal joué tactiquement, on n'a pas su quoi faire, on a peut-être été perdu au moment de la chute. On s'attendait peut-être pas à ce que la course se décante si facilement, et après on n'a pas su quoi faire, on n'a pas su comment gérer, et les 30-40 dernières minutes de course du côté de cette formation sont quand même vraiment ratées du côté de la SD Works. Alors on arrive à sauver avec Vibus le podium. Je pense pas qu'elle soit très satisfaite de ça, et je suis pas sûr que du côté de la SD Works on soit content. Mais déjà sur le Tour des Flandres, moi j'avais trouvé qu'on avait un manque de confiance du côté de Lotte Kopecky, et ça s'est encore vu aujourd'hui, où pourtant c'est l'une des meilleures du monde. Alors c'est quand même incroyable d'avoir aussi peu de confiance en soi quand on est l'un ou l'une des meilleures du monde. C'est comme si Pogacar, à chaque fois qu'il attaquait, regardait si derrière ça suivait. Enfin, c'est assez extraordinaire, c'est assez bizarre quand même, cette manière de courir de Kopecky. Et oui, on s'est raté au final. Alors oui, à la fin, Kopecky fait le tempo, sauf que, encore une fois, elle ne reprend quasiment rien. Je pense aussi grâce au système de gonflage, dégonflage sur la dernière partie de course, qui a, je pense, aidé, s'il était toujours opérationnel, qui a aidé Pauline Ferrand-Prévot. Et du côté de la SD Works, je pense qu'on aura beaucoup de regrets ce soir, parce qu'on n'a pas bien couru, qu'on n'a pas fait le job à fond jusqu'au bout, et on va avoir beaucoup d'énervement. Alors par contre, c'est peut-être pas très rassurant pour les adversaires de la SD Works pour l'Amstel Gold Race, parce que ça va peut-être accélérer le rythme. Mais après, il faudra se méfier, parce que sur l'Amstel Gold Race, on sera de nouveau dans le même problème. Vibus peut gagner comme Kopecky, donc il faudra réussir à s'entendre correctement, à vraiment dégager un leader. Et puis, il y aura peut-être Van der Breggen également, donc c'est-à-dire encore un problème supplémentaire. Et c'est vrai que ces derniers temps, du côté de la SD Works, c'était déjà le cas l'an dernier. Parfois, en termes de stratégie, c'est quand même pas l'idéal. On se souvient notamment d'une certaine Demi Vollering sur un Tour de France avec un changement de vélo qui a pris un temps épouvantable à se faire. Deuxième flop du jour, Balsamo.
Alors même s'il faudra m'expliquer quelle était la stratégie d'Ellen Van Dijk, ça j'ai pas compris l'accélération de Van Dijk, autant Nosgaard qui anticipe, oui, je pense que c'était à un moment où il fallait anticiper. Et on sait que c'est un moment où on peut tenter de prendre un coup d'avance et je pense que c'était une bonne idée, même si Northgard sur les 10 derniers kilomètres elle a complètement explosé. Je pense qu'il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Du côté d'Emma Northgard, elle a vraiment craqué complet. Par contre, Balsamo, elle est passée à côté aujourd'hui, hein, Balsamo, sur un parcours qui pourtant lui convient, ce parcours de Paris-Roubaix, ses places, vraiment dans ses qualités. En plus, elle a fait une très bonne saison de classique. C'est vrai que son mois de mars est vraiment très bon. Que ça soit à Binda, que ça soit à Bruges, à Gand, elle a vraiment quillé les résultats. Elle avait eu un petit peu plus de mal à Milan-San Remo, mais bon, Milan-San Remo, il y avait quand même du monde, elle se rate un petit peu sur le début de son sprint, elle n'est pas très bien placée. Par contre, là, sur Paris-Roubaix, c'est vraiment les jambes qui n'étaient pas là. Alors peut-être un petit peu en fin de cycle, les objectifs étaient peut-être un petit peu avant. Du côté d'Elisa Balsamo, peut-être également le fait d'avoir fait le Shell des Prages n'a pas aidé, hein, donc le Grand Prix de l'Escaut, parce que ça veut dire qu'on a couru jeudi et on a couru mercredi et samedi, donc c'est vrai que pour le repérage de Paris-Roubaix, c'était quand même pas l'idéal parce que beaucoup ont repéré le parcours mercredi et jeudi. Elle ne l'a pas fait mercredi, donc elle a peut-être tout repéré sur un jour, donc elle manquait peut-être un petit peu de repères du côté de Balsamo et ça peut vous coûter de l'énergie en fin de course, parce que si vous faites des efforts pas au bon endroit, si vous êtes un petit peu à contre-temps parce que vous avez mal repéré le parcours, eh bien ça peut vous coûter cher. Ben oui, j'ai l'impression que du côté de Balsamo, les jambes étaient... Voilà, on est plus sur une fin de cycle. Du côté de Balsamo, je pense que sur l'Amstel, ça va être compliqué aussi. Que ça va faire du bien d'avoir un petit peu de repos. C'est vrai qu'elle était au top. Déjà, Alfredo Binda, hein, pour ceux qui avaient vu la course. Moi, je l'avais vu en replay bien après. C'est vrai que sur un parcours pourtant difficile... elle avait été vraiment impressionnante et pourtant ça avait roulé, ça avait bien attaqué dans les derniers kilomètres, mais elle avait réussi à être aux avant-postes. Et puis même hein, quand on regarde Gand, elle fait une belle course à travers la Flandre, elle est présente aussi aux avant-postes, mais là sur ce Paris-Roubaix vraiment pas les bonnes jambes. Et puis c'est vrai qu'Ellen Van Dijk, encore une stratégie un petit peu incompréhensible, mais voilà, pourquoi vouloir reprendre les échappées, pourquoi attaquer aussi loin de l'arrivée? Beaucoup de questions sans réponse hein, du côté de la stratégie d'Ellen Van Dijk. On poursuit avec les pique-niques, pardon. Ça n'a pas été la journée des pique-niques. Alors déjà, Pfeiffer-Gorgy, on sait que c'est pourtant une course qui lui convient extrêmement bien à Pfeiffer-Gorgy, mais... Là, elle tombe à plusieurs reprises. En plus, elle tombe dans... Alors, c'est plus longtemps qu'on n'avait pas vu de chute entre Williams et M. Et en plus, là, c'est pas dû au public. Du côté de ce secteur-là, c'est vraiment elle toute seule qui a eu la roue avant qui est partie. Donc forcément, ça te coûte de l'énergie. Plus la crevaison. C'était chute ou crevaison, je sais plus, qu'elle a... à 60, entre 70 et 60 km de l'arrivée, donc pile au mauvais moment, ce qui fait qu'à Mons-en-Pévèle et dans le secteur de Canfin-en-Pévèle, eh bien, elle arrive avec un temps de retard. Voilà, elle est dans le deuxième groupe. Elle fait beaucoup d'efforts hein, parce qu'elle allait rester en chasse-patate pendant une bonne trentaine de kilomètres. Forcément que quand les meilleurs ont accéléré, elle n'a pas pu suivre. Et en plus, cette chute, peut-être un manque de lucidité à ce moment-là, parce qu'encore une fois, les efforts faits pendant la journée, eh bien, elle ne les a pas récupérés ensuite. Et puis Charlotte Cole, là aussi, je m'attendais à mieux voilà, du côté de Charlotte Cole, mais je crois que les pavés, c'est vraiment pas son truc. Ça fait plusieurs fois hein, qu'on la voit sur les pavés, on se dit, c'est des parcours qui peuvent lui convenir, ouais, sauf qu'au final,
ça marche pas forcément pour elle. Donc voilà, petite déception pour moi du côté de Charlotte Cole. Alors après, on aurait pu mettre d'autres déceptions. C'est vrai, la Cofidis par exemple, qui est passée là aussi à côté de son sujet. Elles ont toutes disparu très loin de l'arrivée. Bon, la Canyon SRAM, ça n'a pas été excellent non plus, sauf gérer Dygert et contre Sony. Mais c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à avoir une équipe qui collectivement était plus costaud. Guazzini, la crevaison lui coûte extrêmement cher, surtout qu'elle perd pas mal de temps. Par exemple, voilà, du côté des jeunes filles, qu'on aurait pu voir un meilleur niveau sur cette épreuve et sur cette édition 2025 de Paris-Roubaix Femmes. Et bien nous, on se retrouve tout à l'heure pour le Tour du Pays-Bas. J'espère que j'aurai le temps de le faire ce soir. Et puis de toute manière, demain, Paris-Roubaix Hommes. Ça sera au programme de la chaîne. Vous avez toujours la présentation du parcours, qui était la présentation commune, garçons et filles. Donc n'hésitez pas à la regarder. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!